Bonjour ou bonsoir, selon l'heure qu'il est chez vous. Ici, c'est la nuit et j'avais envie de vous faire une vidéo en rapport avec le prochain titre et clip. Cette fois, il y aura un clip que je vais mettre en ligne dans quelques temps, j'espère rapidement. Mais parce que l'origine de la création de cette chanson, en fait, il y a une problématique à laquelle je me suis heurtée, mais une problématique très répandue et surtout très limitante dans le paysage artistique, mais aussi plus globalement, dans la société. Et je trouve qu'il est curieux de voir comment, de manière collective en tout cas, on peut se soumettre à des schémas sans finalement vraiment savoir d'où ils viennent, ni pourquoi ils se sont imposés à nous. Voilà, donc je vais essayer de ne pas être trop longue, mais c'est pas mon point fort. Et puis quand je parle vite, je bafouille. Donc voilà, je vais essayer de parler calmement. Et puis de toute façon, il faut savoir prendre son temps de temps en temps. Et cette vidéo d'ailleurs va parler un peu de temps. Voilà, donc je vous resitue le contexte de départ. Il y a quelques années, un professionnel, il y a 7 ans à peu près, un professionnel de la musique me propose un rendez-vous pour parler d'un éventuel projet ensemble. Alors on discute et très vite arrive l'obstacle fatidique, mon âge. J'avais 47 ans à l'époque. Alors je connais le monde dans lequel on vit, je comprenais son questionnement. Pourquoi prétendre commencer à être peut-être médiatisé à mon âge? Alors de manière théorique, je comprenais oui, mais en fait intrinsèquement, je ne voyais pas pourquoi je m'interdirais de proposer une chanson juste parce que j'avais 47 ans et que j'étais inconnue du grand public. Alors lui, bien sûr, raisonnait en termes de retour sur investissement et se heurtait donc à la problématique de l'âge. Alors quelques jours après, pour me justifier d'avoir mon âge, pour m'excuser d'avoir mon âge en quelque sorte, j'ai décidé de lui envoyer un long message lui expliquant mon parcours artistique et que ce n'était pas parce qu'on n'était pas médiatisé qu'on n'existait pas artistiquement, comme si en quelque sorte, les médias à eux seuls, les médias tout-puissants, validaient le sérieux d'une carrière dans le monde du spectacle. Mais bon, j'ai trouvé ce message ridicule. Je l'ai envoyé quand même, mais il ne touchait pas le cœur du sujet. Et puis de toute façon, je n'ai jamais eu de réponse. Donc voilà. Bon. Toujours est-il que moi, de mon côté, je décide d'écrire un texte sur ma vision du temps et de l'âge. Et une amie qui fait de jolies mélodies m'a offert donc une mélodie. Voilà, la chanson est créée. Quelques années après, lors d'un concert, je recroise ce professionnel. On discute et de nouveau, il s'intéresse à ce que je fais et de nouveau me propose un rendez-vous pour écouter donc ce que j'avais créé. Je lui fais écouter forcément cette chanson et finalement, il l'aime beaucoup. Mais il décide d'entrer en studio avec une autre artiste, sans me le dire, en me le faisant dire. Alors, une autre artiste, plus jolie, plus connue, plus talentueuse aussi, c'est une option bien sûr, pour une autre raison que j'ignore, ou plus jeune. Bon, moi je vais m'en tenir ici à la question de l'âge, parce que, alors non pas pour m'étendre 3 heures sur le jeunisme, mais sur le jeunisme en tant que représentant d'un système de valeurs que l'on a mis en place. Donc le jeunisme lié à un certain culte de l'image dans le paysage audiovisuel, mais aussi dans la société, puisque les deux sont souvent très liés. Donc, comme représentant d'un système de valeurs que l'on a mis en place en me demandant si ce système de valeurs est vraiment un choix conscient, ce qu'il peut bien cacher et les conséquences d'un tel choix. Voilà, alors déjà, est-ce que la culture répond vraiment à une demande du public en termes de jeunisme, en termes d'image parfaite, ou est-ce que ce sont les professionnels de la culture qui, au fil du temps, ont éduqué notre œil de manière insidieuse à cette version lissée de nos visages qui va s'imposer derrière les bistouris, mais qui va s'imposer aussi même dans nos propres vidéos où l'on va mettre un maximum de filtres pour gommer la moindre imperfection. Donc voilà, est-ce que c'est le public? Est-ce que ce sont les professionnels? En tout cas, c'est un joli travail d'équipe puisque l'un a bien conditionné l'autre. Mais s'en tenir au point de vue purement esthétique de la question, est-ce que ce ne serait pas rester dans la superficialité de la problématique? C'est-à-dire que ce rejet que l'on a de la vieillesse à l'image, est-ce qu'il ne cacherait pas des peurs plus profondes, notamment liées à la peur fondamentale qui est celle de la mort, et ce système de valeurs donc qu'il représente en nous mettant à distance de notre intériorité, ne serait-il pas devenu un outil bien pratique de manipulation? Voilà les raccourcis.
Donc, je m'explique. Déjà, très rapidement, parce que c'est pas le point qui m'intéresse le plus, mais je voulais le souligner par rapport à cette question de l'âge qui est devenue une question impolie. Alors bien sûr, l'âge ne définit pas une personne, mais de là à en faire une question impolie, et notamment pour les femmes, à un certain moment de leur vie, il ne faut absolument pas leur demander leur âge. Alors pourquoi? Si c'est d'un point de vue esthétique, en quoi cette question viendrait altérer l'image de cette femme, puisque son image, on l'a sous les yeux, qu'on peut s'en faire une idée immédiatement. Est-ce qu'on ne risquerait pas, donc, à travers cette information de l'âge, de découvrir que cette femme n'est plus en mesure de donner la vie? Donc voilà, un premier petit rapport à faire avec la peur de la mort. Après, plus généralement, pour les hommes comme pour les femmes, c'est ce rejet que l'on a de voir donc la vieillesse à l'écran, parce qu'il ne cacherait pas la peur de voir donc se projeter à l'écran à travers l'autre, la peur de notre propre, de voir le reflet de notre propre vieillesse, et par extension la peur de la mort, la peur de notre propre mort. Parce que le regard que l'on a sur la vieillesse est souvent déterminé par le rapport que l'on entretient avec la mort, et il y a des cultures qui sont plus à l'aise que nous avec la mort et qui ont un regard donc plus doux et accueillant sur la vieillesse. Nous, on a un rapport encore très anxieux avec la mort, qui s'apparente au néant, même si ça commence un peu à changer, on commence à avoir une autre vision, mais là, majoritairement, cette mort s'apparente encore à ce fameux néant que l'on redoute, et donc on a un regard très sévère sur la vieillesse qu'on essaye de maintenir un maximum à distance. Voilà, alors après, j'entends aussi, très souvent, j'aurais tellement aimé faire ça, j'aurais adoré, mais c'est trop tard, je n'ai plus l'âge pour ça, alors que le corps, au moment où la personne prononce ces mots, le corps lui-même n'impose pas de limite. Et ça commence très jeune, 40-50 ans, j'entends déjà, c'est trop tard pour ça. Voilà, alors donc, est-ce qu'il n'y aurait pas là un espace de liberté intérieure qui nous appartient, mais que l'on a abandonné dans des schémas limitants, dans de l'auto-sabotage, dans des croyances limitantes qu'on s'est laissé imposer ou qu'on s'est imposé tout seul, et donc un espace de liberté qu'il s'agirait de conquérir ou de reconquérir. Mais voilà, là encore, les peurs vont faire leur entrée, parce que cet espace de liberté n'implique absolument pas l'anarchie. Au contraire, il ne s'agit pas d'être paresseux, il s'agit d'y prendre ses responsabilités. Et aussi, cet espace de liberté pourrait faire référence à un espace vide qui pourrait bien rappeler celui de la mort. Voilà, donc c'est cet espace de liberté qui m'intéresse beaucoup dans cette vidéo, donc je vais y revenir rapidement. Mais déjà, je voulais me demander ce que vient nous raconter une culture, une partie de la culture en tout cas, qui s'inscrit dans ces schémas limitants, qui nous maintient à distance donc de notre espace intérieur, de notre espace de liberté intérieure, en nous enfermant dans un environnement purement esthétique et en nous réduisant comme ça à une simple enveloppe charnelle, en donnant donc plus de légitimité au paraître qu'à l'être. Qu'est-ce que vient nous raconter cette culture? Est-ce qu'il n'y aurait pas là une incitation à une certaine paresse émotionnelle enfermée dans les murs de l'immédiateté? Et dans ce cas, quels avantages? Et pour qui? Est-ce que c'est vraiment pour le public? Et si je sors du champ purement artistique, cet encouragement à la superficialité de l'être dans lequel on baigne tout de même largement et qui se traduit par une dualité sans nuance entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et des raisonnements et des débats auxquels on assiste même dans le champ de l'information, là, qui ne sont que des prêts-à-penser. Mais bon, voilà, des débats, des raisonnements de plus en plus pauvres et sans discernement, parce que la voie du milieu n'existe plus, sans discernement sur les grandes questions de l'humanité, sur les grands événements, et donc avec des individus qui sont de plus en plus violents les uns envers les autres, et donc une division entre ces êtres qui s'intensifie. Des individus qui ne sont finalement que dans un état de réaction émotionnelle guidés par des peurs totalement inconscientes. Donc voilà, est-ce que cet encouragement à la superficialité de l'être est vraiment dans l'intérêt du peuple? Voilà, j'avais vraiment envie de faire un pas de côté, de prendre un peu de hauteur, de me tenir en témoin neutre et d'observer les conséquences d'être tenu à distance de notre intériorité
et la manière dont ça peut faire de nous des êtres facilement manipulables. J'ai lu là, il y a longtemps dans un livre, je ne me souviens plus le titre, pas malheureusement, mais ça disait l'enfer, c'est l'identification à la matière. Ça m'a semblé tellement pertinent. Alors il y a un film déjà qui illustre parfaitement cette phrase d'un point de vue corporel. Donc ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est The Substance. Voilà, pardon pour mon accent très français. Ce film qui illustre donc parfaitement, sans aucun discours, la violence que l'on peut infliger à notre corps en essayant de le faire correspondre à des critères de beauté que l'on s'est imposé ou que l'on s'est laissé imposer, toujours pareil. Et là, en l'occurrence, dans ce film, des critères de jeunesse éternelle. Donc voilà. Et même la fin de ce film spectaculaire que beaucoup ont trouvé exagéré, enfin certains, que moi m'a semblé vraiment très juste parce que je trouve elle illustre donc parfaitement la violence intérieure que l'on s'inflige, parce que je pense vraiment que cette monstruosité est à la hauteur de la violence que l'on s'inflige à l'intérieur pour tenter de faire correspondre, lorsqu'on s'est complètement identifié à la matière, tenter de la faire correspondre à des critères voilà, que l'on s'est imposé à rentrer dans un moule. Alors bien sûr, je ne remets absolument pas comment dire, le fait de prendre soin, je remets absolument pas en question le fait de prendre soin de son corps. Surtout pas. Ce corps par lequel passent tous nos sens, quoi. C'est grâce à lui que l'on va ressentir. Et puis c'est un véhicule merveilleux qu'il faut absolument entretenir. Donc voilà. Et puis mon discours aussi ne fait pas un procès au fait du plaisir que l'on prend à jouer avec son image, à travers le maquillage, à travers le look, à travers n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il veut, vraiment. Je ne suis pas en train de prôner le naturel, absolument. Il y a même des êtres, j'ai même rencontré des êtres où je ressentais plus d'authenticité dans un être sophistiqué, apprêté, que dans un être qui prônait le naturel. Bon, voilà, c'est encore un autre débat, mais donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est voilà la valeur qu'on va lui donner. C'est là où c'est l'importance, à mon sens. C'est jouer avec son image. Ça doit rester un jeu pour ne pas devenir une emprise dévastatrice. Après, j'aime aussi employer cette phrase, l'enfer, c'est l'identification à la matière, d'un point de vue systémique. Voilà, on m'a souvent dit que j'étais naïve, que je vivais dans le monde des bisounours. Pourtant, je me rends bien compte que nous sommes devenus les esclaves d'une entité inhumaine que nous avons nous-mêmes créée, une entité inhumaine qui aurait dû être à notre service, mais à laquelle nous nous sommes à l'inverse complètement asservis, une entité inhumaine à laquelle nous nous sommes complètement identifiés. Nous sommes devenus cette entité inhumaine en recherche de croissance éternelle. Donc vous l'aurez compris, c'est l'économie. Alors moi, ce qui me semble naïf, c'est de croire que nous allons améliorer les choses, parce que là, je pense que nous sommes tous d'accord pour avoir envie d'améliorer les choses, mais c'est de croire que nous allons améliorer les choses en tournant en boucle inlassablement, toujours sur les mêmes pseudo-solutions, basées surtout sur un même système de croyances limitantes. Et ce qui me semble naïf aussi, c'est de croire que, alors peut-être, parce que c'est plus facile de le croire, alors attention à la paresse, et aussi peut-être parce que nous sommes dans une sidération, un état de sidération paralysant, pardon, c'est vraiment ça que je cherchais. Mais voilà, ce qui me semble naïf aussi, c'est de croire que nous n'avons pas le pouvoir de créer une organisation totalement différente, bien plus juste et équilibrée, bien plus libre et lumineuse. Mais pour ça, nous devons absolument remettre l'humain au cœur de nos activités, ou devrais-je dire remettre le cœur de l'humain au centre de tous nos actes, remettre le vivant au cœur de tous nos centres d'intérêt. Mais on est parti tellement loin dans l'identification à la matière, est-ce qu'on sait encore ce qu'est l'être humain dans toute sa complexité, dans toute sa richesse? Et c'est là que je trouve qu'une autre vision de l'art a toute sa place. Donc, une vision de la création artistique que je ne vais absolument pas révolutionner dans cette vidéo. Il y a de nombreux artistes, même beaux et jeunes, qui la mettent déjà à l'honneur, mais j'avais envie de la souligner dans cette vidéo. Donc, une création artistique qui déjà, à la base, naîtrait d'une nécessité intérieure de l'âme. Alors, j'ai volé cette expression à Kandinsky,
lors d'une exposition de peinture où il était présenté donc, et où j'ai découvert ses essais du spirituel dans l'art. Il disait « est beau ce qui naît d'une nécessité intérieure de l'âme ». Et là, pour le coup, ça avait vraiment résonné en moi. Cet appel viscéral profond que l'on a, ce besoin viscéral profond que l'on a de transmettre, d'exprimer quelque chose et qui ne s'éteint pas malgré les années, malgré les obstacles. Donc cet appel viscéral que l'on interroge finalement rarement lors de la mise en place oh j'ai envie d'aller à la plage, la mise en place d'un projet artistique. Alors je dis ça parce que je me suis aperçue qu'on m'a rarement posé cette question, à savoir pourquoi je voulais chanter, ce que j'avais besoin de transmettre, quel genre musical, oui, mais pas ce que j'avais besoin vraiment de transmettre. Et ça me semble pourtant une question essentielle. Alors là, est-ce qu'il y a une problématique à laquelle je me heurte depuis toujours, qui vient s'accumuler avec la problématique de l'âge actuel, qui fait que on ne me pose pas cette question, c'est-à-dire le prototype de la grande blonde qui n'a pas grand-chose à dire. Je vous dis ça parce que une fois on m'a dit, alors c'était un compliment, je n'en veux absolument pas à la personne, c'était censé être un compliment, mais c'est encore pire parce que c'est vraiment vous dire à quel point l'image est incrustée dans le mental des gens. On est allé jusqu'à me dire, alors c'est pareil, c'est pas pour parler de moi ni de mes textes ni de la valeur de mes textes, hein. Chacun a son idée là-dessus, mais on m'a dit tes textes sont profonds, est-ce que tu t'en rends compte, est-ce que tu le fais exprès? Donc c'est pour vous dire l'emprise et les préjugés que représente l'image. Voilà, imaginez que je puisse ne pas comprendre ce que moi-même j'écris. C'est quand même aller assez loin. Donc voilà. Donc j'aime aussi l'idée d'une création artistique qui n'appellerait pas à se perdre dans des rêves qui ne nous appartiennent pas. Des rêves notamment réalisés par l'artiste que l'on fait miroiter dans toutes ces émissions, ces écoles qui apprennent à devenir stars, ce qui ne veut absolument rien dire, et qui prennent le risque de faire confondre un appel, un besoin de reconnaissance avec un appel viscéral profond d'exprimer quelque chose à travers un art précis. Voilà, donc c'est très dangereux, notamment pour des êtres jeunes et qui ne sont pas encore très construits à l'intérieur. Donc voilà, donc une création artistique qui appellerait non pas non plus à se perdre dans une admiration excessive portée à l'artiste en le mettant sur un piédestal et en se sentant par comparaison dans une sorte de dévalorisation personnelle, ce que le star system entretient bien en mettant les artistes comme des demi-dieux, encore aussi comme des stars, ce fameux mot, donc en établissant une relation de hiérarchie entre le public et l'artiste. Il y a certainement il y a déjà, parce que déjà des artistes établissent cette relation, mais j'aime la souligner de nouveau ici, une autre relation plus saine à établir, une relation d'échange, une relation de communion, d'échange d'énergie, là où tout le monde donne et tout le monde reçoit. Donc voilà, une création artistique qui appellerait qui appellerait le public à se reconnecter à son propre appel intérieur, parce qu'on en a tous un, à sa propre grandeur, à sa propre beauté, même si c'est en traversant des zones d'ombre qui alimentent aussi, qui nourrissent notre beauté, mais vraiment remettre le public en contact avec sa propre beauté. Et je vais faire un aparté sur la beauté, parce que je ne renie pas le plaisir de la beauté, mais je fais une distinction entre l'esthétisme et la beauté, qui est bien plus riche, bien plus vaste, et qui peut se ressentir d'une manière bien plus subtile qu'avec le simple sens de la vue. Et l'art a le pouvoir de nous remettre en contact avec tous nos sens. Donc vous voyez, c'est bien à travers notre corps, tous nos sens pour ressentir, et non simplement voir, ressentir la beauté de mille et une manières, et même si c'est d'un point de vue physique, ressentir cette beauté à travers le rayonnement intérieur d'un être. Et voilà, cette rééducation à la perception de cette beauté là permettrait d'éviter beaucoup de souffrance chez des êtres qui n'entrent pas dans les critères imposés de beauté, qui ont des différences physiques et qui souffrent du regard des autres, complètement enfermés dans cette identification à la matière. Voilà. Après, j'aime aussi l'idée
d'une création artistique qui ne s'évertuerait pas à contrôler ce qui ne lui appartient pas, la reconnaissance, le succès, l'argent, mais qui s'envolerait dans l'univers et viendrait résonner à qui veut bien la recevoir. Voilà. Alors, bien sûr, je suis très loin des stratégies commerciales qui gouvernent tous les secteurs et aussi malheureusement celui de l'art, mais je trouve qu'une création artistique ne peut pas se réduire à une simple tentative de séduction du public en cherchant à savoir à l'avance ce qui va marcher de ce qui ne va pas marcher et en ayant comme ça toutes les chances de trahir le message originel que l'artiste avait besoin de transmettre et aussi d'en enlever beaucoup de sa consistance en sous-estimant souvent le pouvoir de réception du public. On a souvent tendance à prendre le public pour des neuneux. Voilà. Et je trouve même un bon exemple, je trouve qu'on assiste dans les émissions grand public que l'on connaît tous, à une tentative de manipulation de l'opinion publique. Donc, avec ces émissions grand public où l'on met des artistes en compétition, et donc où l'on va dresser un portrait de ces artistes, un portrait où l'on met largement l'accent sur les épreuves douloureuses que cet artiste a traversées, et en visionnant de manière très stratégique ce portrait juste avant la performance de l'artiste, donc de l'artiste, et donc en essayant d'émouvoir le public à l'avance par de la sensiblerie et non en faisant appel à la sensibilité profonde de ce public. Voilà, c'est encore entretenir une pauvreté intérieure. C'est encore nous mettre à distance de notre intériorité pour avoir un résultat immédiat. C'est vraiment très dommage. Je pense qu'il aurait été plus intéressant de ne rien savoir de cet artiste et même peut-être de ne pas le voir aussi et d'être comme ça libre, totalement libre d'être touché ou non par sa prestation, totalement libre d'identifier ce qui vient nous toucher ou pas. Donc voilà, cette sensibilité qui envahit quand même beaucoup la culture. Voilà, c'est quand même encore une manière de nous maintenir à distance de notre intériorité. Donc voilà, pour cette vision de la culture. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais que j'avais autre chose à dire. Oui, on mesure le degré de maturité, d'évolution d'une société au nombre de lois qui la gouvernent. Et on ne peut que constater qu'il y a de plus en plus de lois qui nous sont imposées, de plus en plus d'interdits, comme si on voulait dresser des enfants à la baguette. J'ai la sensation de vivre dans une vaste cour de récréation où une minorité jouerait à la bagarre pour tenter de devenir Dieu et où la majorité chercherait parmi ces pseudo-dieux le héros qui viendra les sauver, qui viendra les protéger en lui abandonnant tout son pouvoir. Donc voilà, c'est toujours un travail d'équipe. Il y a rarement victime et bourreau. Il y a souvent l'autre a toujours le pouvoir qu'on veut bien lui laisser. C'est en ce sens que la prise de responsabilité dans cet espace de liberté intérieure est déterminante. Parce que dans cette mise en scène que je viens de décrire, qui est très triste, vu le monde qu'elle crée, il y a vraiment urgence à réaffiner encore notre conscience en se reconnectant en notre propre autonomie, nos propres ressources intérieures, notre propre pouvoir. Et donc une certaine vision de l'art. Dans cette vision, l'art a le pouvoir de rétablir cette connexion. Le monde n'est que le reflet de ce que l'on y projette. Et si l'on y projette nos croyances limitantes, nos autosabotages, nos schémas limitants, nos peurs, puisque tout ça c'est des peurs en fait, c'est forcément ce que le monde nous renverra d'une manière ou d'une autre, en nous prouvant comme ça que nous avions raison. Donc si l'on projette dans ce monde nos peurs, dont la peur de manquer est une des très grandes peurs. Donc avec la peur de la mort, et bon, si l'on projette dans ce monde nos propres prisons intérieures, notre insécurité que l'on projette très souvent sur notre conjoint, en abîmant comme ça la relation, sur le voisin, sur les proches, puis dans la société, puis dans le monde. Donc en projetant dans ce monde nos prisons intérieures, il y a peu de chances que nous vivions dans un monde libre. En revanche, si nous réapprivoisions
cet espace de liberté intérieure et cet espace intérieur globalement. Cet espace qui est vaste, mais qui n'est pas la mort, qui au contraire est le vide dans lequel se trouve tout le champ des possibles qui ne demande qu'à être exprimé. Quel autre monde pourrions-nous projeter? Quel autre monde pourrions-nous créer? Voilà, je vous laisse l'imaginer. Dans cette jolie histoire, l'art a donc un joli rôle à jouer. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'avais aussi envie de remettre à l'honneur le caractère sacré de la création artistique qui est bien de conquérir l'âme. Alors l'âme, cette énergie qui se situe au-delà de nos pensées, qui n'est pas nos pensées, mais qui nous observe penser, qui est bien plus vaste que notre petit mental étriqué. Donc voilà, la création, le caractère sacré de la création artistique est bien de conquérir l'âme et d'insuffler un nouveau monde intérieur qui pourrait bien être les fondations d'une nouvelle humanité enfin réunie. Voilà où je voulais en venir concrètement. Je vais terminer avec ma petite histoire sur ma chanson, une petite histoire banale par rapport à ses grandes ambitions, mais qui s'inscrit quand même dans le fait d'avoir envie de renouer contact avec son intériorité, avec notre intériorité. Donc voilà, pour finir, je n'ai pas cédé mon texte à cette autre artiste. Alors non pas par ego, comme on a pu me le suggérer, mais parce que j'ai vraiment écrit ce texte dans un souffle de liberté absolue. Et qu'en le laissant partir là où je le voyais partir, je craignais qu'il ne se perde dans un concept loin de toute authenticité. Alors peut-être parce que je suis restée fidèle à l'élan de mon cœur. Pendant ces années, au cours de ces années, l'univers a mis sur ma route un super musicien qui, lui, a compris complètement ce que je voulais et a réorchestré magnifiquement tout l'univers musical de ce texte et qui m'a mise en relation aussi avec un grand réalisateur qui, lui, a mis en image de manière somptueuse cette chanson. Donc, grâce à eux, j'ai réalisé une petite œuvre, mais totalement en accord avec mon âme et ça me remplit de joie. Parce que c'est vraiment l'acte de créer qui remplit de joie et nous sommes tous des créateurs avec un infini pouvoir. Et s'il y a bien un acte de résistance qu'il est important d'ancrer à l'heure actuelle dans ce monde compliqué, fatigant, c'est bien celui de cultiver sa joie de vivre et notamment dans l'acte de créer, ceci dans n'importe quel domaine et peu importe le rayonnement. C'est un tout petit rayonnement, si c'est juste à travers un échange. C'est la création un échange, c'est une création aussi. Donc voilà, s'il y a bien un acte de résistance, c'est celui-ci. C'est vraiment de dépenser de l'énergie à créer ce que l'on a envie de recevoir et non pas à dépenser de l'énergie à détruire, à tenter de détruire ce que l'on ne veut plus voir. Voilà, cette joie de vivre qui aussi se situe, qui ne dépend pas d'événements extérieurs, hein, qui se situe vraiment à l'intérieur de nous, certainement là aussi où est logé l'amour, que l'on s'évertue à chercher à l'extérieur, mais tout est à l'intérieur de nous, c'est pour ça qu'il est vraiment urgent de reprendre contact avec notre intériorité et avec toute la force qui s'y trouve. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'étais assez long comme ça. Je vais finir en me recentrant sur la problématique du jeunisme, qui était le point de départ, juste pour citer Alain Bernardin, parce que j'aimais bien ce qu'il disait, qui fut mon patron pendant quelques années, et qui disait avec une infinie sagesse, il disait « Laisse ton âge tranquille, il te laissera tranquille. » Et j'ajouterai juste, pour l'âme, le temps n'existe pas. Et je peux vous dire que cette chanson a été mise à l'épreuve du temps, et ce n'est pas un hasard à mon sens. À moins d'en découvrir le message. Je commence à comprendre. Bon, bref. Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. J'espère vraiment ne pas avoir été ennuyeuse. Et comme j'aime le dire, donc avec toute ma gratitude.